que j'adore le plus dans mon travail et ma vie d'expat, c'est qu'au-delà du fait de voyager, je peux réaliser mes rêves d'enfant sans avoir à me priver. Quelques jours plus tôt, j'apprenais que je ne pourrais pas prendre mon vol direction Mayotte, pour des raisons plus ou moins floues à ce moment-là. Mais voyons le côté positif des choses. Ce qui avait commencé par tourner au cauchemar s'est petit à petit transformé en rêve éveillé. Et oui, Claudine et Marine avaient eu pour projet de partir en safari pour quelques jours et m'avaient proposé de venir avec elles. Et honnêtement, ai-je l'air de quelqu'un qui refuse une aventure de plus? Certainement pas. Pourquoi tu te caches? Me voilà donc munie de mon passeport, prête à réaliser l'un de mes rêves d'enfant. On a pris la compagnie locale Air Tanzania pour un trajet d'environ 1 heure direction Arusha. Accueillis par un temps pluvieux, notre niveau d'excitation était bien trop élevé pour atténuer notre enthousiasme. Arusha est situé au nord-est de la Tanzanie continentale, à quelques kilomètres à peine de la frontière kenyane. Principal lieu touristique pour tout ce qui est des parcs nationaux, Arusha se situe près des divers parcs naturels dont celui du Serengeti, Tarangire, Ngorongoro et permet aussi l'ascension du Kilimandjaro et du mont Meru. Après près d'1 heure de trajet entre l'aéroport et notre hôtel, situé en centre-ville, on a rejoint Claudine, déjà sur place après son aventure réussie au sommet du Kilimandjaro. C'est la police. Bon, l'hôtel n'était pas le plus beau, mais il était largement abordable pour 3 personnes avec une vue sympa. Et nous voilà partis pour une petite visite de la ville. Pour la petite histoire, Marine adore photographier l'architecture des églises. Alors quand elle a vu les 2 tours au loin, elle a absolument voulu qu'on aille y jeter un coup d'œil. Malheureusement, on est tombé sur une église en pleine construction. J'aurais bien aimé vous dire que le réveil fut facile, mais ce serait vous mentir. J'ai en général beaucoup de mal à dormir dans des endroits qui ne me sont pas familiers. Le comble pour quelqu'un qui voyage autant. Mais disons que ça fait partie de l'aventure. On s'est retrouvés dans la salle de réception pour prendre le petit déjeuner. Je ne mange généralement pas le matin, mais avec la route qui nous attendait 1 heure plus tard, je savais que rater ce premier repas ne serait pas une bonne idée. Et même si ce qui était proposé n'était pas incroyable, c'était largement suffisant pour nous faire tenir la matinée. Je crois vous l'avoir déjà dit, mais l'une des choses qui m'a fortement dérangée lors de cette aventure, c'était le fait de toujours devoir se trimballer avec de grosses liasses de billets. Surtout pour payer un safari à 350 $ chacune. Je vous laisse imaginer l'angoisse de devoir se trimballer avec près de 1000 $ en liquide dans la ville. J'avoue avoir eu l'impression d'être une tuileuse sur le moment. Étrange sentiment. Bref, après avoir payé le guide, on s'est dirigé vers le véhicule qui allait nous servir pendant les 2 prochains jours. Et que ne fut notre surprise quand on s'est rendu compte qu'on allait devoir partager avec une famille. Qui dit famille, dit enfant, et Dieu seul sait à quel point on ne les supporte pas. Retenez bien ça, à la fin de cet épisode, vous comprendrez pourquoi on ne le sentait absolument pas.
1 heure de trajet entre Arusha et notre première destination, le parc national de Tarangire. Une fois arrivés, on s'est rendu compte du nombre de personnes présentes ce jour-là. Et apparemment, ce n'était même pas le quart de l'affluence que le parc avait en temps normal. Petite pause pour préparer la voiture, la partie importante étant bien évidemment d'ouvrir le toit pour nous permettre de voir au mieux les animaux autour de nous. Puis notre guide, John, nous a expliqué les règles, le déroulé de la journée et ce à quoi nous devions nous attendre. À peine le safari commencé que nous avions déjà l'honneur de croiser différentes espèces d'animaux sauvages, allant de l'antilope, au gnou, aux zèbres, aux phacochères, tout type d'animaux vivent dans ce parc. Je crois qu'à ce niveau-là, je n'ai pas besoin de m'éterniser sur des explications audio. Les images suffisent à elles-mêmes. John nous avait dit dès le début que le vrai roi de ce parc était l'éléphant. Et il n'avait clairement pas menti. Moi qui n'en avais jamais vu en vrai, pouvoir les voir d'aussi près, je n'ai pas les mots pour vous décrire à quel point ce moment fut magique. À la mi-journée, on s'est arrêté sur une aire de repos pour déjeuner. Des lunchbox avaient été préparés en avance pour chacun d'entre nous. Rien de fou bien sûr, mais ce fut largement suffisant pour le reste de la journée. Une vue magnifique sur le parc et des petits copains très malicieux nous ont tenu compagnie.
À un moment donné, on s'est rendu compte que les voitures en face de nous ralentissaient une par une. Notre guide nous a demandé de faire attention à l'arbre au-dessous de nous. On a mis du temps à comprendre, mais en regardant de plus près et en se concentrant au maximum, on s'est vite rendu compte de quoi on devait réellement faire attention. Et toi, tu l'as remarqué? Et oui, on parle bien d'un énorme serpent enroulé sur une branche. Flippant, j'ai adoré. Lorsqu'on est arrivé au parc, John nous a dit qu'il y avait de fortes chances pour qu'on ne puisse pas voir de près les lions. Mais il faut croire que c'était notre jour de chance. Ce moment-là compte comme l'un des plus mémorables de ce voyage. Voir tous ces lions et lionceaux d'aussi près, j'en ai encore des frissons, même malgré la pluie. Et voici le troisième moment le plus marquant de ce safari, la rencontre des girafes. Je n'ai jamais vu de ma vie des créatures aussi magnifiques. Elles étaient là, imperturbables, pleines de grâce. Enfin, quand elles ne se mettent pas à vous courir après ou à se battre entre elles. Il n'y a absolument rien de gracieux là-dedans, je vous assure. Fin de journée. Nous voilà sur le chemin retour en direction du camp dans lequel on allait passer la nuit. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Au dernier moment, le guide nous demande si cela nous intéresserait de visiter un authentique village Maasai. Les filles et moi, on s'est regardés, pas chaud du tout. Mais nous voilà partis pour une demi-heure de pure gênance dans un petit village Maasai. Ne vous méprenez pas, on a été très bien accueillis, et je dois avouer que c'était intéressant de voir leur culture et tradition de plus près. Ce qui était gênant, c'était le côté mise en scène de la rencontre. Premièrement, ils t'accueillent avec des chants et de la danse. Ils te demandent, ou plutôt te forcent, à participer avec eux. Ah merde. Ça va bien avec mon style. Ah ouais. Ensuite, le groupe se sépare et chaque père a son guide Maasai qui te fait faire un tour du propriétaire.
Et là, elle t'explique que chaque hutte est construite de terre et faite en 2 minuscules pièces dans lesquelles y vivent 3 à 4 personnes, parfois plus. Étant un peuple nomade, notre guide Maasai nous expliquait qu'il ne voyait pas l'utilité de soigner les maisons construites puisqu'elles n'étaient que temporaires. Il ne restait au même endroit que quelques mois. Après le tour des maisons, nous avons été conduits vers une hutte plus grande et lumineuse, l'école du village. Et là, une dizaine d'enfants nous y attendaient, assis en demi-cercle, prêts à nous réciter leur meilleure version de l'alphabet en anglais. Autant je ne suis pas une grande fan des enfants, mais s'il y a bien une chose que je déteste, c'est le fait de les utiliser comme outils marketing. Et malheureusement, c'est l'impression que j'avais à ce moment-là. Je m'y suis pas attardée longtemps, je l'avoue. Direction le campement dans lequel on allait passer la nuit. Après un enregistrement éclair, on nous a fait faire un petit tour rapide du camp avant que chacun rejoigne sa tente. Et en y repensant, je crois que c'est bien la première fois que je dormais dans une tente. J'avoue que je m'attendais à quelque chose de vraiment rudimentaire, mais au final, on avait un minimum de confort. Un lit chacune, un coussin plutôt confortable, une couverture qui tenait bien chaud et de quoi brancher nos appareils. Non, vraiment, on n'avait pas à se plaindre. Vas-y, check. Putain, mais toi t'as plein de couches. Est-ce qu'on vient vraiment de passer 1 minute chacune à vérifier qu'aucune bête étrange ne se baladait sur nous avant de rentrer dans la tente? Oui, voilà à quel point on est fragile. Mais quand on voit l'état des douches communes et les bestioles qui s'y cachaient, hors de question de passer cette étape. Oh my god, this is disgusting. Le lendemain, je dois avouer que le réveil fut vraiment difficile. J'avais très peu dormi, le vent soufflait tellement fort qu'il m'était quasiment impossible de fermer l'œil. Après un petit déjeuner simple et rapide, nous voilà prêts à partir pour une deuxième et dernière journée de safari. Une petite demi-heure de route et nous voilà arrivés à l'entrée de l'aire de conservation du Ngorongoro. Et là aussi, on a été plutôt bien accueillis. On a passé la sécurité et entamé notre ascension jusqu'au sommet, toujours en voiture. Celle-ci nous a pris entre 15 et 20 minutes. Mais une fois là-haut, on se dit que l'attente en valait vraiment la peine. Les images que je vous présente ici ne retranscrivent pas assez bien la vue incroyable qu'on avait au sommet du cratère. Pour la petite histoire, lorsqu'un grand volcan est entré en éruption et s'est effondré sur lui-même, son explosion a créé ce qu'on appelle une caldeira, qui a approximativement 2,5 millions d'années. Le cratère du Ngorongoro est ainsi connu comme la plus grande caldeira volcanique inactive du monde. On pense que le volcan qui existait auparavant devait avoir une taille similaire à celle du mont Kilimandjaro, soit près de 6000 mètres.
Après la montée, la descente. Et oui, vous ne pensez tout de même pas qu'on allait faire tout ce chemin juste pour profiter de la vue. Non, le plus intéressant restait à venir. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979, ce cratère est aussi l'une des 7 merveilles naturelles de l'Afrique. Il faut savoir que près de 30 000 espèces d'animaux y vivent. Nous avons donc eu l'occasion de voir un grand nombre d'entre eux, tels que des éléphants. Le cratère est si vaste qu'on ne peut même pas en voir le début, ni la fin. Je n'avais jamais vu autant d'animaux de différentes espèces au même endroit. Impala, buffle, gnou, zèbre, flamant rose, hippopotame, un pur bonheur. Bonheur qui s'est amplifié lorsqu'on est tout à coup tombé nez à nez avec 2 lionnes. Il y avait tellement de voitures autour d'elles, pourtant elles étaient là, posées, imperturbables. J'avoue m'être sentie bête et chanceuse à la fois. Tellement de sentiments mitigés face à cette rencontre incroyable. C'est pas une photo. C'était très mignon. Sim. My sim. Oh, yeah. Ces défenses sont graves. Don't pull the top because you fell it down, yeah? La matinée est passée à une vitesse folle. On était sur le point de remonter sur une aire de repos pour prendre notre déjeuner, lorsqu'on s'est retrouvé coincé par des obstacles inhabituels. À ce moment-là, plus qu'une seule chose à faire, couper le contact et profiter de leur présence une dernière fois.
tout moment il faut que je t'enfuis? Et voilà, après 1 jour et demi de safari, nous voilà sur le chemin retour direction Arusha. On a fait une pause rapide à l'African Galleria, un centre d'art et de culture regroupant tout type d'œuvres d'artistes tanzaniens allant de la culture à la peinture ou la joaillerie. Le chemin retour fut long et compliqué. Entre les différentes rencontres qu'on a faites tout au long du voyage, l'accumulation de fatigue de ces 2 derniers jours et un gamin malade en pleine route qui nous a arrosé de vomi, littéralement, on était complètement épuisés. Arrivé à l'hôtel, plus que 2 choses en tête, manger et dormir. Mais avant ça, quoi de mieux qu'un beau feu d'artifice à plus de 6000 km pour clôturer l'année.